bienvenue. Merci. Il faut compter combien de jours pour un motard qui s'arrête à Bordeaux? Idéalement, il faut bien 3 jours. Bordeaux, c'est un bon centre pour rayonner aussi. Mhm. On peut rester 2-3 jours dans la ville et ensuite, en moto, c'est très facile de sortir de la ville. Et donc, on va le voir dans la suite de nos périples. Mais le vignoble, l'océan est à 45 minutes, le vignoble est à 30 minutes, Saint-Émilion est à 45 minutes, Arcachon est à 45 minutes. Donc, on peut vraiment élire domicile à Bordeaux pendant une semaine sans s'ennuyer du tout. Et pour les routes, pour les motards, c'est la route du Médoc, c'est la route de Saint-Émilion, il faut aller jusqu'à la dune du Pilat. Quel est l'itinéraire le plus beau pour un motard? Forcément, on aime bien les virages. Et c'est vrai que du côté océan, c'est plutôt droit. Donc si on cherche un peu les virages, il y a l'entre-deux-mer qui est vraiment magnifique. Vraiment, on se croirait en Toscane. Vous avez des cyprès, des pins, des collines. Donc l'entre-deux-mer, c'est vraiment un endroit où pour la moto, c'est vraiment idéal. Et c'est tout de suite là, à la sortie au sud de Bordeaux. Vraiment, en 10 minutes, on y est. On commence à avoir ces paysages vallonnés. Ensuite, vous avez la corniche de Blybourg aussi qui est très réputée en moto, de l'autre côté de l'estuaire avec une très belle vue sur l'estuaire et un peu de falaises, des grottes qui va jusqu'à Royan. Donc d'ici à Royan, par cette corniche de l'estuaire, c'est un très bel itinéraire. Et ensuite le Médoc, dans les pins aussi, il y a quelques routes très sympathiques dans le Médoc. Eh bien, ça va être l'occasion d'y aller sur cette fameuse route. On va quitter ce charmant endroit, hôtel Renaissance face à la Cité du Vin, pour t'accompagner sur les routes du Médoc. Avec modération, Bien pas sûr. plus d'un verre Toujours. comme toujours. Et puis c'est parti. Médoc, le nom fait rêver, notamment pour ses grands crus classés. Mais c'est surtout une région avec des petites routes viroleuses, entre terre et mer, entre Gironde et côte atlantique. Et au milieu de tout ça, il y a une route un peu fétiche avec la départementale D2 qui relie le nord de Bordeaux à Saint-Vivien-de-Médoc sur 86 km. C'est la fameuse route des châteaux et elle mérite bien son nom en nous faisant voyager dans le temps à une époque faste où les châteaux poussaient comme des champignons. Il ne faut pas rouler trop vite ici au risque de manquer de nombreux domaines et grands crus classés, pour certains presque cachés depuis la route, et ce serait dommage. Première étape au château d'Agassac qui nous a attirés par sa beauté, ses jardins et son environnement hors du temps. Château Margaux, Château Lafite Rothschild, Château Latour, Mouton Rothschild, Pichon, Longueville, Baron, Caux, d'Estornel. Si on trouve trace de certains châteaux avant la Renaissance, il y en a beaucoup plus du XVIIe et du XVIIIe siècle, jusqu'à 1855, l'année magique qui a scellé le destin des grands crus classés. Mais il y a aussi les crus bourgeois et les crus artisans qui méritent le détour pour leur propriété et leur vin. On passe obligatoirement par le village de Margaux, la commune qui porte le nom de l'un des vins les plus célèbres du Médoc, comme nous le rappelle ce fameux virage. Margaux est, avec Pauillac, l'appellation qui regroupe le plus de châteaux inscrits au classement de 1855, avec notamment, bien sûr, le château Margaux. La route défile et les châteaux avec, pour arriver au château La Tour Carnet, grand cru classé, et sa superbe entrée où nous allons faire une halte intemporelle, vous allez voir. On vous a fait partager une certaine vie de château avec l'échappée motarde à Bordeaux, mais c'est une autre vie de château que l'on va vous montrer ici, avec une cabane, château, en cèdre rouge et une halte parfaite pour se détendre.
Ah, c'est magnifique. Il y a la vie de château, et dans le Bordelais, et puis il y a la vie de cabane, mais ça c'est une cabane de luxe, réellement sur 4 étages, avec un rooftop, s'il vous plaît, et puis une magnifique chambre avec tout le confort à l'intérieur. Ça va encore être une expérience inoubliable. Waouh! Oh, et puis cette vue, chance, hein, il y a un ciel bleu, on voit parfaitement les vignes, on est juste en fin de soirée. Puis naturellement, quand on est en pleine nature, on entend juste les oiseaux, le cours d'eau en bas, un peu les canards. Puis vous l'aurez compris, cette fameuse cabane est en fait une reproduction parfaite de la tour du château sur plusieurs étages, en se terminant par cette tour carrée grâce au rooftop. Eh bien, c'est le lieu idéal pour déguster un verre de vin blanc de la propriété. Et puis ce Bordeaux n'est pas n'importe quel Bordeaux parce qu'il appartient au propriétaire Bernard Magret qui a juste tout simplement 4 grands crus classés. Oui, il y a un grand contraste entre le château, la tour, les armures, une cabane en bois complètement improbable, mais voilà, vous vivez la vie de château pendant un soir avec un dîner, avec des grands crus classés de la propriété, s'il vous plaît. Et puis ceci pour vous dire que naturellement nous allons visiter la propriété et faire des dégustations des grands crus de cette propriété après une nuit bien méritée dans une cabane qui mériterait d'être dans Harry Potter. Bonjour Alix. Bonjour David. Bonjour. Vous avez laissé la moto alors? Aujourd'hui je ne l'ai pas prise, oui. Ouais. On peut être vigneron, œnologue et motard, c'est pas incompatible? Tout à fait. Tant qu'on le fait avec de façon raisonnable. Dans les deux cas. Et sur la poignée et sur la bouteille. Je vous suis pour la visite. Allez, et on de y va. ce magnifique domaine de la Tour Carnet. Oui. Grand cru classé. 4e grand cru classé au Médoc. On a la chance d'avoir un des rares châteaux qui existe encore dans le Médoc, puisque le fort de Saint-Laurent, qui est l'ancêtre du château La Tour Carnet, a été bâti en 1120. Et aujourd'hui, il ne reste plus que 4 châteaux vivants dans le Médoc, qui sont le château d'Issan, le château de la Marque, le château d'Agassac et la tour de la Tour Carnet. On peut monter en haut? Bien sûr. C'est un escalier qui a été construit au Moyen-Âge, de manière à ce que les assaillants, s'ils avaient réussi à franchir cette porte, aient beaucoup de mal à monter. Donc les marches sont de taille irrégulière, c'est très exigu et il y fait noir comme dans un four. Bon, ça va nous remettre dans l'ambiance du Moyen-Âge. du Moyen-Âge. Magnifique vue sur le domaine quand même. D'autant plus que cette allée pour arriver juste au milieu des vignes est juste superbe. Ouais. On a l'impression d'être au milieu de nulle part. Dans beaucoup de vignobles, on voit la route. Ici, on ne voit pas du tout la route. On a l'impression d'être enfermé, protégé de l'extérieur. Et là, vous avez ce qu'on appelle la butte de la Tour Carnet, D'accord. qui est une particularité géologique, puisque sur ce côté-là, on a une croupe de grave habituelle. D'accord. Donc les fameuses croupes de grave, en fait, c'est de la grave laissée par le fleuve sur son passage dans les temps géologiques, on va dire. Et cette butte, elle est un peu particulière, puisque elle, c'est pas une butte de grave médocaine habituelle. Mhm. C'est un argilo-calcaire typique de ce qu'il y aurait à Saint-Émilion. Ça veut dire que vous mettez des cépages différents sur les deux? Exactement. Et ça explique aussi pourquoi l'encépagement de la Tour Carnet penche plus vers le Merlot que vers le Cabernet Sauvignon, ce qui est l'encépagement typique des crus classés normalement. Le cépage roi du Médoc, c'est le Cabernet Sauvignon.
Il y a combien de parcelles ou d'hectares plus exactement de vignes pour le château de la En Tour hectares de Carnet? vignes, on doit être à 150 à peu près. Waouh! Il y a 200 hectares au total. Comment devient-on un cru classé et comment le reste-t-on? Alors pour le Médoc, le classement il a eu lieu en 1855. C'est Napoléon III qui a demandé ce classement pour l'organisation de l'exposition universelle, parce que les Bourguignons venaient avec un classement et que les Médocains et les Bordelais n'en avaient pas. Et donc il a contacté le négoce bordelais qui principalement a pris le tarif. Les 4 plus chers sont devenus premiers et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est sur le prix des vins que ça a été principalement basé. Et le classement il n'a jamais changé, à part la fameuse changement de 1973 où le château Mouton Rothschild a fait des pieds et des mains pour passer premier. Ok. Et c'est le seul mouvement dans le classement Depuis me semble-t-il, 1855. depuis 1855. Ça veut dire qu'on peut avoir un très mauvais vin en étant grand cru classé? Dans certains cas, le classement qui avait été gravé à l'époque n'est pas tout à fait valable, hein. Certains châteaux, comme le château Lingebage, est un 5e cru classé, pourtant le prix annoncé mériterait d'être second. Les gens le savent, mais ça serait quand même dommage d'être classé et de faire du mauvais vin. Ça se saurait vite également, hein. Et le travail est aussi manuel qu'il l'était ou il est quand même beaucoup mécanisé aujourd'hui? On les ramasse plus à la main, même les grands crus? Si, Si. les grands crus ramassent à la main. Pour nous, c'est à peu près la moitié de la propriété qui est ramassée à la main, l'autre partie qui est faite en machine. D'accord. Mais il y a tout un tas de travaux qui sont toujours manuels pour nous, hein. La taille, ça reste pour l'instant quelque chose qui peut être fait qu'au sécateur et à la main, donc ça c'est humain. Ensuite, il va y avoir le relevage, c'est-à-dire que la vigne, elle pousse un peu dans tous les sens et les rameaux ont été tous ramenés en rang. On écrase encore le raisin avec les pieds? Non. Ça Ah fait- zut, encore une image qui s'en va. Encore une image qui s'en va. On va peut-être aller voir le chai. On va peut-être aller voir le chai aussi. Ouais. L'architecte en charge du projet a remarqué la déclivité du sol. Puisque si vous regardez bien, on a presque 1 mètre d'écart entre la position qu'on a là et la position en haut. Et il a eu l'idée de cette voûte qui est plate au-dessus de nos têtes Ah, on a l'impression et qu'elle qui est... se referme au fur et à mesure qu'elle va vers le fond, ce qui augmente ce qu'ils appellent le point de fuite et qui donne cette impression que le chai fait 150 mètres alors qu'il en fait 35. D'accord. Et la totalité du plafond a été peint à la main par des artistes et on leur a demandé de chercher des enluminures et des gravures du Moyen-Âge, de les classer dans l'ordre alphabétique et de préférence qu'elles aient quelque chose à voir avec l'histoire locale et en particulier avec le vin. La cabane faisait penser un peu à Harry Potter, donc on a le griffon d'or au plafond Vous avez même le hibou. et on a même le hibou. Et ce qu'on ne voit pas est aussi important que ce qu'on voit, puisqu'on reste quand même dans un chai à barrique, un outil qui aujourd'hui pour nous est de très haute performance, puisqu'on peut maîtriser la température et le degré d'hygrométrie, d'humidité, d'une façon très très pointue, tout ça dans un silence absolu, puisque vous n'entendez rien. Ouais. Par contre, on a bien senti en rentrant que moi je commence même à avoir froid, donc c'est que ça fonctionne très bien, et ça va nous permettre de faire une partie des fermentations. Les fermentations malolactiques se feront en barrique dans ce chai-là. C'est pour ça qu'il est en cours de vidage aujourd'hui au mois de juillet, pour que dès le début du mois de septembre, il soit opérationnel pour recevoir, si on vendange fin septembre, pour être prêt. Et au bout d'un an, tous les lots sont mis en dégustation avec Michel Roland, qui est notre œnologue conseil. Et à ce moment-là, on définit quels lots sont de qualité suffisante pour faire le château La Tour Carnet, premier vin, grand cru classé, et quels lots ont une qualité insuffisante et seront donc assemblés pour former le second vin, qui s'appelle les Pensées de La Tour Carnet. Il faut savoir qu'en fait, quand on remplit ces cuves-là, elles sont utilisées quasiment que pour les vinifications. Quand vous remplissez une cuve comme celle-ci, on va avoir à peu près un volume qui va s'arrêter ici. La partie qui reste en haut, c'est l'expansion. Parce que pendant la fermentation, ça va chauffer, ça va refroidir, donc ça va bouger. Et on n'a pas trop de problème parce que dès que la fermentation démarre, il y a une énorme quantité de gaz carbonique qui est produite. Et le gaz carbonique va servir d'inertage au-dessus. Il n'y a pas 1 gramme d'oxygène à l'intérieur de la cuve, c'est juste pas possible. Il y a plus de gaz carbonique dans le vin en fermentation que dans une bouteille de coca. Et en fait, cet apport de cette énorme quantité de gaz carbonique qui se dégage va repousser la peau, toutes les peaux de raisin qui sont contenues dans la cuve vers le haut. Or, toute la couleur et les tanins de qualité sont contenus dans la peau. Ça veut dire que toute la couleur, elle est concentrée là, dans cette partie qu'on appelle le marc. Bizarrement, le café a repris le nom. Hein? Donc ça veut dire que tout le travail qu'on va faire, nous, c'est de prendre le jus ici
Et comme si on faisait du café avec une pompe, on va le renvoyer en haut pour qu'il filtre à nouveau à travers le bar et qu'il se charge en couleur. On appelle ça un remontage. C'est un vrai délice. C'est une grande année, 2015. On a souvent l'impression qu'il faut 10 ans ou plus pour sublimer un vin. Et Là, pour moi, il est déjà très bon. Mais oui, on peut encore le garder... quelques années. Ah oui, facilement même. Poursuivons la D2, direction le village de Bages, à Pauillac, pionnier de l'œnotourisme dans le Médoc. Une bonne occasion pour faire une pause déjeuner au café Lavinal. Pauillac, c'est un peu la capitale des vins du Médoc. On y trouve le plus grand nombre de domaines inscrits au classement de 1855 et des noms qui font rêver. Château Lafite Rothschild, Château Latour, Château Mouton Rothschild et le château Lynch-Bages qui vient de moderniser toutes ces caves. C'est l'occasion d'une visite privée que nous partageons avec vous. On mesure tout le contraste de l'image de tradition des châteaux avec la technologie et la science de la fabrication des vins aujourd'hui. Direction Saint-Estèphe maintenant avec le très photogénique château Cos d'Estournel et ses chais orientaux inspirés de l'Inde. C'est un vrai voyage avant de quitter l'AD2 pour longer les berges de la Garonne et apercevoir les célèbres carrelets que nous avions déjà découverts à Bordeaux. On quitte ensuite l'AD2 pour maintenant rejoindre la côte atlantique et ses surfeurs à Lacanau, puis le célèbre Cap Ferret et sa presqu'île. Les vignes laissent place alors aux pins et les virages sont un peu plus nombreux. Arrivé au Cap Ferret pour une pause bien méritée au pays des huîtres. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no missions and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Hey baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good, baby. Everybody watch out. Serge, bonjour. Bonjour. On est chez Edonic. Alors c'est quoi Edonic? C'est une marque, c'est un préparateur, c'est un constructeur? C'est un peu de tout, mais d'abord Edonic, c'est l'idée, c'est d'inventer une nouvelle marque autour des mobilités en général, que ce soit des mobilités anciennes, nouvelles, électriques, et tout est fabriqué ici avec des artisans français. On essaye de valoriser parce que souvent ils sont un peu perdus dans leur campagne à faire des objets sans vraiment en plus en vivre correctement. Donc on essaye d'apporter cette plus-value éventuelle commerciale pour qu'on puisse fabriquer des objets ensemble et les rémunérer à la hauteur de leur travail pour en faire des merveilles. Comme le travail qu'on a sur l'aluminium, vous allez voir, sur des trucs techniques ou des inventions technologiques, etc. Et vous êtes motard? Je suis motard, bien sûr. On aurait peut-être dû commencer par là. Je suis motard, bien sûr. Donc ça veut dire que vous roulez avec toutes vos motos, Oui. C'est votre passion de la moto qui guide les créations? Edonic a été créé grâce à ma femme qui m'a offert une moto. Et comme je ne trouvais pas mon bonheur, elle m'a dit « fais-toi fabriquer ta moto ». Mais c'est comme ça que tout ça est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, bien plus qu'une moto. Voilà. C'était un joli cadeau. C'est un très joli cadeau que j'ai gardé et que je garderai toute ma vie. C'était Voilà. quoi? C'est une Néo, la première. Vous êtes un créatif, imaginatif, vous n'êtes pas un préparateur de moto, vous prenez la moto, vous la désossez, vous refaites tout, et c'est une Edonic. Je vais vous montrer. Alors, c'est au départ une Triumph. Donc on achète une Triumph neuve, une bonne ville, aussi simplement que ça. On jette tout. La fourche, le guidon, les roues, la selle, les caches, les amortisseurs. On garde un bout du berceau, le moteur, parce qu'on n'a pas le droit d'y toucher, D'accord. la puce électronique, l'ABS, l'anti-patinage, et tout le reste va être réimaginé, refabriqué à la main, comme là par exemple tout l'aluminium. Ensuite on a eu des demandes un peu particulières
de vouloir cacher tous les commodos horribles qu'on a souvent sur les guidons en plastique. Donc vous avez une micromécanisation qui est faite ici avec des poignées inversées, très compliqué à faire. Plus de 50 pièces faites que pour Edonic, avec les pistons de frein qui sont dans le tube ici, d'accord, etc. Donc la fourche aussi faite sur mesure, l'été de fourche taillé dans la masse. Chaque selle de moto est une pièce unique. Ça par exemple c'est un Italien qui s'appelle Giorgio Bratto, qui est le roi de la patine sur le cuir. Ça, ce sont les sacs, la marque sac numéro 10, aussi une marque italienne. Les selles sont interchangeables. Vous pouvez mettre un habit du soir, un habit plus sport, selon votre humeur, en fait, en 2 secondes, sans outils. Et après, asseyez-vous dessus. Je vais vous montrer ça de près. Alors, dites-moi où est le contour, à votre avis? Le contour, je dirais qu'il est caché dans le compteur, en fait, sous forme de LED. Alors, regardez devant vous. Il est là. Waouh! Donc ça, c'est unique au monde. Donc c'est toute la bande de LED qui est en fait Voilà. est cachée dans le réservoir et c'est ça le contour. Et ne vous effrayez pas parce qu'elle va démarrer sans clé. Magique! Voilà. Et donc, comme vous avez pu le voir, le contour fonctionne vraiment, mais avec une révolution. C'est qu'il ne fonctionne plus avec un câble qui va aller chercher les tours du moteur et tout ça. C'est qu'il fonctionne un peu comme une chaîne hi-fi de l'époque, avec le son et les vibrations. Voilà. D'accord. Et avec un calcul et un capteur, il va vous donner les tours exacts du moteur. Donc ça, c'est une des inventions typiques Edonic, avec le démarrage sans clé ou avec une application de téléphone aussi. D'accord? Et elle démarre comment du coup? Elle me pèse? Ah zut! Après, toute cette partie que vous avez ici, aussi, ça c'est un grillage qui est tressé à la main par un garçon qui travaille pour nous, qui s'appelle Jake, qui est génial et qui fait des choses merveilleuses. Voilà, tout ça. Il faut avoir beaucoup de patience et avoir beaucoup de finesse dans les doigts. On a des amortisseurs par exemple où il ne faut plus d'outils pour les régler. Vous avez simplement, quand vous êtes à deux, une molette que vous tournez là à la main. On rêverait d'avoir ça sur pas mal de motos en fait. C'est dommage, pourtant ça existe. La Voilà. preuve. Vous avez certainement en mémoire que toutes les voitures de course historiques ou les motos ont toujours du scotch noir sur les phares, qui sert en course que quand vous ramassez un caillou, que le verre ne tombe pas sur la piste. Donc, toutes nos mobilités, c'est notre signe à nous, elles sont toujours comme ça en croix. Donc on va toujours se servir de ce qui existe déjà, mais on va le remettre au goût du jour. Et alors à côté, vous avez Amazing, c'est un échappement qui a été inventé chez nous à turbine. Ici, on a une collaboration avec Bang & Olufsen pour la sono, par exemple, qui est très discrète. Nous, on a 3 lignes actuellement. On a Neo, on a Amazing et on a Stardust. Mais surtout, nous, depuis le départ, on fait des motos qui sont passées à l'UTAC et homologuées. 100% street légal, ce qui pour les préparations est plutôt rare. Oui, Vraiment. c'est très rare. On a parlé de triomphe. Ça veut dire que toute personne, tout motard pourrait venir vers vous avec sa base de moto? Non. Il faut malheureusement, dans la loi française, que ce soit une moto neuve. Peu importe la marque, mais D'accord. neuve. Donc ça pourrait très bien se faire sur une Honda, une japonaise, une Ça Honda pourrait se rebelle, faire si sur elle une est neuve. Honda, sur une japonaise, mais il faut qu'au départ, elle soit achetée neuve. Il faut qu'elle soit en normes d'actuel, etc., etc. Voilà. Sur une moto neuve, comme ça, vous commenceriez par quoi pour en faire un modèle Edonic? On jette tout, on garde le moteur et le cadre. Mais sur cette moto, il y a beaucoup de choses à faire. La forme du cadre est belle, mais il faudrait presque qu'il soit là, le réservoir. Et il y a de quoi en faire des trucs super. On ne travaille pas tout seul, on travaille avec des gens qui dessinent, qui font des dessins, qui ont de superbes idées. On travaille avec certains préparateurs qui ont aussi leurs propres idées. Souvent, ils démontent tout et après ils refabriquent avec des bouts de fil de fer ou avec des choses comme ça, des objets pour aller plus loin dans l'imagination et après on valide ou pas. Et puis il y a ce que je vous disais tout à l'heure, regardez ce fabuleux plastique partout. Ouais. Avec ce joystick complètement fou de boutons éparpillés. On cache tout à l'intérieur. Aujourd'hui, on est dans un futur tactile ou vocal. Aujourd'hui, on ne doit plus avoir des clés ou des boutons compliqués en plastique. Le plastique, c'est mort, c'est fini. Ouais. Donc il faut prévoir une année à peu près de travail sur une moto comme ça? Ça va plus vite. Alors pour un modèle qu'on sait déjà faire et qui est dans la ligne, il faut compter actuellement 4 mois. Voilà. D'accord. Mais sinon, pour un modèle à créer, il faut compter 6-7 mois. Plus le fait de repasser à l'UTAC. Ah ben pour ça, c'est le plus l'homologation. long. Hein. Et puis, le but ultime, c'est de sortir nos propres voitures Edonic, qui sont des Porsche, et qui sont dans le même esprit que ce que je viens de vous montrer de la moto, c'est-à-dire complètement démontées, complètement retravaillées, et réimaginées complètement, et recréées, pour en faire des objets de folie,
et surtout avec des collabs de toutes les marques existantes. Ça par exemple, ici vous en avez deux. Ça c'en est une. On voit son côté un peu plus sportif, ça c'en est une autre aussi. Donc ça ce sont les vrais Porsche des années 50, mais dans lequel on va poser la mécanique des années 50 pour la remplacer par de la mécanique plus moderne et plus fiable et plus sûre. Okay. Et on va mettre de la musique moderne cachée, on va mettre des éléments de circulation qui vont faire que les gens d'aujourd'hui pourront s'en servir beaucoup plus facilement sans altérer pour autant la valeur de l'objet puisqu'on va mettre de côté les pièces d'origine qu'on peut remettre plus tard. Quel est le challenge sur une restauration? Le challenge chez moi est simple, c'est de rendre les gens heureux. C'est surtout ça. La première société a 15 ans et demi. Donc j'ai travaillé dur, longtemps. Et je me souviens toujours quand j'étais pauvre, je me suis fait virer à 14 ans que j'avais rencontré une fille qui en avait 17, une très grande famille catho-prato, bourgeoise. Et le dimanche, son père m'a invité à déjeuner. Et puis il ne savait pas que j'étais un garçon de la rue, moi, etc. Et puis il m'a viré de table quand il l'a su. Et le jour-là, je me suis dit, putain, en fait, quand tu es pauvre dans la vie, tu n'es rien. Et le jour où j'avais l'air d'avoir réussi, je me faisais autant cracher dessus que quand j'étais pauvre. Donc j'ai dit, maintenant, je vais créer Edonic et je vais montrer aux gens qu'on peut les recevoir aussi bien pour un t-shirt. Et regardez, il y a même pas, on laisse rentrer les gens ici. Vous vous rendez compte des valeurs qu'il y a ici, tout ça, les risques qu'on prend. Ouais. Mais les gens touchent à rien, ils sont adorables. Parce qu'on les respecte, ils nous respectent. Et ils ont le droit de rêver. Mais ils font partie de l'histoire d'Edonic et de mon histoire. On essaie de changer ça. Donc ce côté barrière entre les deux, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, toi tu as les sous, toi tu n'en as pas, donc tu restes chez toi. Non, ici les gens sont les bienvenus, dans le respect de tous. C'est un peu de rêve aussi? Beaucoup. Regardez autour de vous, c'est que ça ici. Regardez ce qui est marqué là. Le coffre à jouets. C'est parce que j'en avais pas quand j'étais petit. C'est ce que je réponds toujours. Mais c'est ça. Après, il y a un autre écrit là-bas qui correspond mieux à ce que vous avez dit. C'est pas une question de privilège, c'est des fois une question de chance et de rencontre dans la vie. Donc je souhaite aux gens d'être chanceux. Voilà. Merci Serge. Mais c'est un joli mot de la fin. Bonjour. Et voilà le beau chaland. Il est magnifique, je m'attendais pas à quelque chose de si beau. Des beaux bateaux. Qui ont été rénovés. Hop. Et voilà, on est parti. C'est un bateau tout simple. Et si vous voulez, c'est un ancien chaland ostréicole. Il faisait partie des premiers chalands ostréicoles du bassin. Le tout premier était au père de Vincent. Et donc ils allaient au parc avec... je m'attendais à ça en fait. Et ça, c'est la version moderne, on va dire. Ah bon? C'est la version tout en aluminium. Donc il y a beaucoup moins d'entretien. Si vous voulez, vous avez juste besoin de le sortir de l'eau, passer un cours de Karcher de temps en temps. Et c'est bon quoi, c'est quasiment increvable. Oui, alors que là, il y a la peinture, alors qu'ici, les vernis. Là, c'était des bateaux qui à l'époque étaient complètement en bois. Donc il y avait quand même beaucoup d'entretien. Et là, ceux-là sont restés en bois, mais on les a plastifiés, donc avec une résine extérieure. D'accord. Pour les rendre plus costauds et voilà, qu'il y a quand même un petit peu moins d'entretien. Mais chaque année, on les refait presque. Mais ils sont magnifiques. Franchement, faire une balade là-dessus, c'est plus cocooning que le faire même sur sur un chaland plus moderne. C'est tout de suite très charmant. On sent qu'il y a une histoire en fait, si vous voulez. La magie surtout aussi des bateaux en bois, je trouve. C'est comme les vieilles voitures. Comme les vieilles bagnoles, il y a quelque chose, quoi. Il y a un truc. Alors moi, je vous propose, ce serait bien d'aller à l'île aux oiseaux quand même. On va faire du Longe-Comte un peu jusqu'à Grand Piquet. On va repiquer sur l'île. On va aller voir les cabanes Chanquet. En fait, on va faire un grand tour de l'île. On passera par le chenal du Courbeil, qui est un peu plus au sud de l'île. Et c'est là où il y a la grande majorité des parcs ostréicoles du bassin. Là, on arrive au petit village de Piraillan. Donc voilà, là on sort du chenal de Grand Piquet. Donc on est au village de Grand Piquet. Et on va se diriger vers l'île. On va faire tout le tour de l'île aux oiseaux.
C'est ça que je disais qu'on a de la chance d'arriver sur l'île aux oiseaux à marée haute parce qu'à marée basse, elle est beaucoup plus difficile d'accès. Il faut savoir qu'ici, au niveau de ces pignottes, on appelle ça ces piquets en bois, et bien, l'eau se retire jusqu'ici et on ne peut plus accéder à l'île. Bien le fond. C'est pour ça que je vous disais qu'à marée basse, il n'y a vraiment pas d'eau. La noire au volet rouge, elle est privée, elle appartient à un Suisse, il me semble, et l'autre, la blanche, appartient à la mairie de La Teste. Ah ouais, du coup, c'est un des endroits mythiques, voilà, historiques. Très bien. Et vous voyez, regardez, tout le monde arrive là petit à petit. Et le week-end en saison, il y a une quantité de bateaux ici, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Là, on est tranquille. Là, on est tranquille. Ouais. Tout autour de l'île aux oiseaux, côté sud et sud-ouest de l'île. Bon, là, on va pas y passer, mais on a ce qu'on appelle le Courbeil. Donc, c'est là où il y a la majeure partie des parcs ostréicoles du bassin d'Arcachon. Donc, la quasi-totalité des ostréiculteurs du bassin vont avoir, eux, des parcs ici. D'accord. Et ailleurs. Hein. Mais c'est-à-dire que c'est un des meilleurs endroits par rapport au courant, par rapport à la salinité de l'eau et faire grandir ces huîtres. Mais l'huître, c'est un animal qui filtre l'eau tout simplement. Donc forcément, elle va prendre un peu le goût de l'endroit où elle est. Voilà, de son habitat, quoi. Donc par exemple, dans le fond du bassin, il y a des affluents d'eau douce qui se jettent dans le bassin, donc l'eau est un peu moins iodée. Donc l'huître aura un goût un peu plus douce, on va dire, tout simplement. Tandis que les huîtres du banc d'Arguin, elles sont quasiment côté océan et vont avoir quand même un goût iodé beaucoup plus prononcé. Donc il y a plein de petites astuces comme ça pour affiner ces huîtres. Au top! Bonjour Vincent. Bonjour. Je peux t'appeler ostréiculteur? Ah, tu peux m'appeler comme tu veux, l'ostréiculteur-pêcheur. C'est quoi le titre le plus prestigieux? Oh, ben les deux sont prestigieux. Il y en a un, c'est un cultivateur, il cultive des huîtres, et l'autre il pêche. Il pêche ce que Dame Nature lui donne. Avant, j'étais que cueilleur d'huîtres, je n'étais que pêcheur. D'accord. Et je suis devenu ostréiculteur quand Napoléon III a mis tous ces petits poteaux partout sur le bassin. Donc là, ça date? Ça date de cette période-là, la création du métier de l'ostréiculteur. C'est une histoire de père en fils, c'était mon arrière-grand-père qui avait commencé les huîtres. D'accord. C'est important de continuer une histoire familiale? Ce qui est important, c'est surtout de ne pas la perdre. Ce qu'on peut dire sur ce bassin, c'est que c'est une nurserie. C'est un endroit où on peut cultiver les huîtres et les faire naître. Ce qui n'est pas le cas de tous les endroits en Europe. Je vais te raconter l'histoire de l'huître dès sa naissance. Raconte-moi une histoire. Cette espèce-là, japonaise, huître creuse, est hermaphrodite. Tu peux différencier une huître mâle d'une huître femelle. Ces gamètes, une fois libérées dans le milieu, nagent et se mettent ensemble pour créer un petit étard, une petite larve. Cette larve, qui est en suspension dans l'eau, d'où le bassin d'Arcachon, un centre, une nurserie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces naissins restent en suspension dans un bassin qui est relativement fermé. Donc on a une concentration larvaire au mètre cube qui nous permet d'arriver à avoir quelques huîtres sur nos collecteurs. Le collecteur, c'est ce qui permet à l'ostréiculteur de capter l'huître qui est en suspension dans l'eau. Le premier des collecteurs dans le monde de l'ostréiculture, c'était une racine d'un arbre que l'on mettait au bon endroit au bon moment où les huîtres venaient se capter dessus. Et si tu veux, quand on s'est modernisé, on a trouvé la tuile canal. Il faut savoir que le choix d'un marin pêcheur, il est toujours simple, peu onéreux et il doit durer dans le temps. Pourquoi? Il n'a pas d'argent, il réfléchit juste ce qu'il faut, et il faut que ça dure. Et il a trouvé la tuile canal, la tuile de la maison. Et un célèbre cimentier, maçon d'Arcachon de l'époque, a créé un mortier friable, résistant à l'eau. On va donc déposer cette tuile dans ce qu'on appelle un parc de captage. Ces parcs de stockage sont donc des parcs où il y a une forte concentration larvaire au mètre cube. Vraiment beaucoup de larves qui sont là parce que c'est le courant qui fait que la tuile capte mieux à cet endroit qu'à un autre endroit. On a mis ce mélange d'eau, de sable et de chaux. Pourquoi? Parce que quand on pose ce collecteur dans l'eau, l'huître qui vient se coller dessus, si on ne met pas ce petit mortier friable, l'année d'après avec mon couteau spécial, je suis obligé de raquer. Et si je ne mets pas ce mortier, je casse l'huître. Et en cassant l'huître, je me perds le cheptel. Quand je casse le mortier, j'en récupère l'huître intacte, qui est à peu près grosse comme une ongle, que je mets soit comme des pommes de terre directement au sol,
soit dans le sac, dans différents maillages. Ok. Plus ça grandit, Plus le maillage. le maillage grandit. Qu'est-ce que la valeur d'un parc? On pourrait dire dans un vignoble, c'est l'orientation du soleil, la grêle, la brume, le sous-sol. Ici, c'est le plancton et le plancton. Et où est-ce qu'il se fabrique le plancton? À l'océan. Donc le but, c'est d'avoir des huîtres près de l'océan, près de l'embouchure, mais pas trop parce que sinon il y a trop de courant et trop de vagues. Et tu perds ton sac. Ok. Et là, l'entrepreneur te dira, tu n'es plus rentable. C'est gardé jalousement tous ces ans? Non. Donc ça, c'était la technique traditionnelle, la technique moderne, qui demande certes beaucoup moins de travail, 4 fois efficace. Oui, 4 fois efficace, mais en tout cas, tu peux en poser 4 fois plus. Donc l'un La dans l'autre, coupelle, c'est la même technique, l'huître se pose dessus. le collecteur et Tu le poses en juillet-août, pendant la période estivale, après le frais du Donc, en 14 ce moment. juillet. Et il te faut 3 années. Tu peux la consommer au bout de 2 ans, mais elles sont un peu petites, tu te coupes un peu l'herbe sous le pied parce qu'il faut que ça pousse et qu'elle soit à taille un peu viable ou rentable, si je C'est peux quoi, dire c'est ça le comme numéro ça. 5 au bout de 2 ans? Non, on va dire que des moyennes au bout de 3 ans. Après, ça fait comme les anciens, une huître. Elle a la peau qui s'épaissit et il y a plein de trous qui arrivent. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques de la vie d'une Donc personne. il vaut mieux la cueillir Au bon moment. au bon moment, entre 3 et 4 ans, c'est Voilà, ça l'idéal? exactement. Et ici, vous préparez plutôt à déguster froide ou il y a un- Ici, ce n'est que des huîtres accompagnées de quelques autres produits, dont du vin blanc. D'accord. La tradition dira qu'ici, on mange beaucoup les huîtres avec des saucisses. Ah bon? Ouais. La D'accord. crépinette, exactement. C'est une huître, c'est une saucisse cuite au vin blanc. Oh, Une saucisse plate. Ça doit être pas mal ça aussi. Merci Vincent. Avec grand plaisir. Quand même sympa comme cette vue. Ah oui, non, il y a juste la petite plage, les piquets avec les bassins d'ostréiculture. Elles sont très bonnes. Elles sont bien iodées. Depuis la pointe du Cap Ferret, on aperçoit la célèbre dune du Pilat de l'autre côté du bassin d'Arcachon. Ça semble tout près à vol d'oiseau, mais c'est beaucoup plus loin par la route. En tout cas, il faut qu'on aille la voir de plus près. Nous allons pour cela faire le tour entier du bassin pour découvrir à cette occasion une boutique moto pas comme les autres. Vous allez voir. Bonjour Lolo. Salut David. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Ah, c'est une super boutique, un concept store, quelque chose d'un petit peu unique. On ne sait pas si c'est une boutique d'antiquité ou un magasin de moto. Ouais, c'est quoi? C'est bien résumé. C'est les deux. C'est les deux? C'est les deux, antiquité, brocante, avec mes copains Axel et Jérôme derrière. Et ouais, on a voulu mélanger deux univers qui se confondent bien. Il y a une figure emblématique en 4x3 Il est énorme, au plafond. Moi, je voulais un Steve McQueen souriant. Et si tu regardes bien, il y a peu de photos où il sourit. C'est pendant le tournage du film Le Mans. D'accord. Voilà. Au Ouais. départ, j'ai démarré en 2013 la marque Oli sans aucune prétention et on était plutôt axé sur la préparation, de la personnalisation de moto. Voilà. Mais ça, je le faisais un peu en dilettante, sans imaginer un jour que ça deviendrait un lieu de vie comme celui qu'on a créé ici. Et un vrai métier. Voilà, moi j'ai changé de vie complètement en 2017. Je suis arrivé sur le bassin que voilà, je me rêvais de venir ici. Je suis concessionnaire hein, Mhm. et on vend aussi beaucoup de motos d'occasion. Et Qu'est-ce qui fait qu'on devient préparateur et crée un concept store plutôt qu'une concession? Je ne me voyais pas rentrer dans un... Dans un moule? Ouais, oui. J'ai plus de 20 ans derrière moi d'activité professionnelle pour les constructeurs automobiles où je passais mon temps justement à mettre en place des standards de marque pour les réseaux de distribution automobile, d'accord? La moquette de telle couleur, la peinture, machin, etc. Et je me suis dit, si un jour je devais ouvrir un garage, ce que j'ai représenté moi, c'est tout ce que je déteste aujourd'hui finalement. Je voulais que ce soit à mon image, quoi. Si tu viens chez moi, c'est pareil. Dans mon salon, j'ai des pompes à essence, j'ai des photos de Steve McQueen. Et comment on passe à la préparation après? Complètement par hasard, grâce à elle. C'est ton premier bébé en fait. Ah mais c'est ça, c'est la numéro 0, mais ça s'est fait complètement par hasard. C'est une Honda CB 750. Ça ressemble pas à une CB 750 telle qu'on l'a en mémoire. Alors elle a un peu changé, mais tu retrouves quand même, bon, tu retrouves Le la partie moteur. cycle, le réservoir est celui d'origine.
En fait, cette moto, pour te dire, il y a presque 10 ans, elle est restée des années en bas de chez moi. J'habitais pas ici à l'époque. Et puis un jour, j'ai rencontré complètement par hasard dans une soirée le propriétaire. Et il me dit qu'elle était en panne, etc. Donc moi, je lui dis, moi, ça m'intéresse de te la racheter. Elle avait 27 000 km. Ouais, parce que j'avais dans l'idée, elle était, surtout un CB750, 27 000 bornes, il est rodé. Ça tient, ouais. Et j'ai dit, écoute, moi, cette moto, ça m'intéresse. Je voulais me faire un café racer, mais dans l'esprit du café racer, en récupérant des pièces, machin, etc. Et puis on est tombé d'accord sur un prix dérisoire, sachant qu'elle était en panne, je ne savais pas ce que j'achetais. J'ai acheté la moto, le lendemain je suis allé la chercher. À cette époque-là, c'est marrant parce que je suis toujours très copain avec lui, Laurent Cochet, que tu connais certainement. Bien sûr, Lolo. Et c'est avec Lolo que je suis allé. Un autre Lolo, donc les deux Lolo, il me dit, je dis viens avec moi. On est parti chercher la moto, on l'a chargée, on est allé la nettoyer, puis nous on avait tout de suite envie de la démarrer, on s'est dit, on veut comprendre ce qu'elle a. Bon, on a découvert au bout d'un quart d'heure qu'elle était en panne d'essence. Voilà, on s'est amusé, on est allés tous les deux avec Lolo d'ailleurs, on est allé récupérer plein de pièces, le réservoir était tout défoncé, ça, on a coupé les trucs. En fait, on a fait une moto avec de la récup dans l'esprit du café racer que tu connais. Et j'ai sorti cette moto. Puis là, c'était il y a un peu moins de 10 ans, je me suis pointé dans des concentrations de bécanes un peu branchouilles. À l'époque, il y a un journaliste moto qui m'a dit je vais faire un reportage sur cette machine. Et puis là, c'est parti. Mais on m'en a demandé une deuxième, une troisième. Pas les mêmes, parce que j'ai jamais fait 2 fois la même moto. Et puis là, j'ai dit, bon, il faut leur donner un nom à ces motos-là. Donc j'ai côté marketing qui est revenu juste un peu au galop. J'avais le souvenir de mon ex-épouse qui me disait toujours, pourquoi tu as autant de motos dans le garage à titre perso? Je lui disais qu'on vit qu'une fois. Donc on vit qu'une fois en anglais, c'est One Life Live It. Et bien voilà, One Life Live It était né, donc O-L-L-I, Oli. J'ai créé le logo, je l'ai même sur mon bras. Et la prépa, j'adore ça, mais la prépa, on en fait très peu parce que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est génial parce que tu crées. Moi, je ne suis pas créateur au départ, mais je suis inspiré souvent. Je dessine à peine, j'ai tout dans la tête. Après, il faut que le mécano et moi, on s'entende pour arriver au bout, quoi. Ça, ou la Kawasaki 750 Zephyr, ou 1200 éventuellement. Ça, c'est une super base, c'est fiable, ça démarre tous les jours. Là, tu vois, elle est à la retraite, mes mères, là, mais les clés sont dessus. Il ne doit plus y avoir de batterie. Je suis sûr qu'on met un booster, en 10 minutes, elle démarre. J'adore tes pompes à essence, c'est une vraie tannée pour les trouver. Soit tu les trouves neuves à un prix qui sont inabordables. Ça, c'est des vrais. Ça, c'est un canapé Chesterfield qui a une histoire. Il était dans un studio d'enregistrement à Paris pendant des années. Je pense qu'il y a beaucoup de stars très connues, des chanteurs des années 70-80, les Joe Dassin, les Johnny Hallyday, qui ont posé leurs fesses là-dessus, des Gilbert Bécaud et tout. Là, tu as un joli Trackmaster, là. Ah oui, c'est superbe, ça. Magnifique, aussi. Tu vois. Ça, c'est une moto, une création complète. Voilà. Elle est là, la Cassan, tu vois. Voilà. Ouais, elle a un côté moins lourd que le modèle d'origine. Hein. Ah oui, vraiment. Surtout qu'elle était toute carénée, celle-là. C'était une Cassan LT. Et tu vois, je te disais tout à l'heure que j'étais un amoureux des Suzuki des années 70-80. Eh bien, si tu connais un peu l'histoire de la marque Suzuki, tu verras que l'arrière de cette BM, c'est un arrière de Suzuki. Ça, c'est une selle de BMW de la gendarmerie. Une selle monoplace, où normalement tu as la radio derrière, tu te rappelles à l'époque avec les antennes et tout. Voilà. Et puis un jour, par hasard, j'avais ce cul de GS 850, et puis je l'ai mis, j'ai dit c'est parfait. Comme c'est une moto qui est très anguleuse de partout, tu vois, tu as ces lignes comme ça, qui sont un peu taillées, machin, finalement on est dans l'esprit. Là j'ai mes petits bijoux là. Ah oui, tes Ascot, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a combien au monde des modèles comme ça encore Mécatwin en avait sorti, en numéroté, il en a sorti 50. J'ai la numéro 8, la grise là-bas. D'accord. Quand j'ai vu cette moto, je me rappelle encore accélérer pour rattraper le gars, arriver au feu suivant, lui dire mais qu'est-ce que c'est que cette moto? Il me dit regarde, c'est une Ascot Mécatwin. Ok, puis il part. Et puis là, je ne sais plus quel journal sortait un article dessus. Et je me suis dit un jour j'en aurai une. C'est des motos qui se négocient en fonction de l'état, mais entre 12 et 15 quoi. Et dans les derniers objets, ici, il y a une gratte. C'est ta gratte perso aussi? Alors ça, c'est une belle rencontre. C'est un garçon qui s'appelle Thierry. Pas une guitare que l'on croise dans les shops traditionnels. Je suis très content que tu m'en parles et je vais t'expliquer l'histoire, elle est belle. Thierry, il est venu me voir il y a 2 ans pour s'acheter une 125. Il habite sur Bordeaux. Et puis là, Thierry, on a sympathisé, ça m'arrive aussi d'aller au-delà de l'esprit client, on est vraiment devenus potes, quoi. Et puis Thierry, il y a 2 ans, il me dit, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, il me dit je bascule, j'arrête tout, j'arrête mon métier d'ingénieur, etc. Je vais... Il est musicien, il jouait de la basse dans un groupe, on a fait des concerts avec des motos et tout ici dans des endroits sympas, les étés. Et il dit je voudrais me lancer dans la fabrication de guitares. Et donc il a créé sa marque s'appelle TED, voilà, TED Guitare, TED. Il fait des guitares fabriquées en France avec un bois qui vient de Dordogne, des micros qui sont fabriqués dans une usine à côté de Bordeaux.
elles sont en aluminium, elles sont en métal, avec du bois français, c'est 100% français. Elles ont apparemment un son incroyable. Et la semaine dernière, il me l'a déposé, c'est le modèle Saphir. Chaque guitare est unique, donc cette guitare est unique. Elles sont en vente, c'est un mec génial. Passionné, je trouve ça très très courageux d'avoir tout planté pour faire ça et surtout pour le faire comme il le fait. Et puis je trouve que cette guitare, elle a sa place ici, quoi. Voilà. Donc c'est ça Holy Motors aussi, c'est une histoire de passion, de rencontre avec des amis et ça va au-delà de la simple boutique de moto. Il faut qu'il y ait une histoire. Voilà. Et une autre histoire, ben, tu as une femme à l'atelier, c'est quand même sympa. Exactement. Julie. Julie. Ouais, Julie, bah, en fait, Julie, elle était en poste dans une concession moto, elle a passé son CAP. Et puis là, elle avait besoin d'un contrat de professionnalisation de 2 ans. On l'a rencontrée l'année dernière. Bon, je ne l'ai pas recrutée parce que c'est une femme, mais je ne me suis pas non plus interdit de la recruter parce que c'est une femme. Je l'ai recrutée parce qu'on a cru en elle. On va voir Julie. On va voir Julie. Allez, viens. Bonjour, enchanté. Ça va, c'est pas trop dur d'être une femme dans un atelier. Nous, on reçoit plein de messages où il y en a qui cherchent des stages, des contrats pro et elles se font bananer. Oui. Tu t'es fait bananer un peu avant de trouver le bon atelier? Je me suis fait bananer, avant de trouver le bon atelier. Holy Motorcycle m'a accueilli les bras ouverts et c'est vrai que bien avant pour faire mon CAP j'ai eu pas mal de refus. Une femme dans le milieu de la moto, après j'ai toujours eu l'habitude parce qu'avant j'ai fait mes études en mesure physique, donc truc qui n'a rien à voir avec la moto, mais quand même un peu parce que j'ai travaillé à PSA plus Citroën. C'était ça aussi, tout le temps des petites remarques quand on me voyait dans les couloirs. Oh les filles, bon en plus j'étais pas habillée comme ça, j'étais habillée en mode féminine, talons, tailleur et tout ça parce que j'aime aussi être féminine. Et voilà, du coup, j'ai eu l'habitude de ces petites réflexions. Et puis, il y a certains patrons qui m'ont dissuadée juste avant. Et moi, non. Moi, la moto, c'est, je dirais pas toute ma vie, mais j'en fais depuis... Petite? Très petite. Et du coup, la mécanique, j'aime bien ça aussi. Et j'ai allié, du coup, mes 2 passions en faisant cette formation-là et ce métier-là, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on tient face à ces remarques, justement? Il n'y a pas des moments où on se dit... Oh, ils sont lourds, c'est bon, ils peuvent évoluer un peu les mecs là? Le caractère, je pense que c'est le fait que j'ai du caractère qui a fait que au bout d'un moment, je les renvoie un peu dans leur retranchement, je ne me laisse pas forcément faire. Alors oui, je peux avoir moins de force que certains hommes, mais il y a des techniques avec des bras de levier pour dévisser des trucs qui sont durs ou autres, voilà. Et puis bon, si j'y arrive vraiment pas parce que c'est trop lourd ou autre, je sais que mes collègues sont là pour m'aider. Et il y a plein de métiers où les femmes ont plein d'autres avantages. Tu penses que ton avantage majeur dans la mécanique par rapport à un homme, c'est quoi? Ça va être surtout le regard des clients qui va être différent, quoi. Ah, vous avez une fille, souvent, il y a une fille dans l'atelier, que ce soit les clients, les livreurs et tout ça. Ah, il y a une fille dans l'atelier, ouais, pourquoi pas. Donc c'est ce petit goût de surprise que peut-être je vais avoir. Et au jour le jour, tu conduis quoi? Une MT-09. Merci Julie. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Et longue vie dans ce garage avec toi. On verra la suite. On va vous confier un petit secret. Vous voyez ce petit endroit là, vous le voyez à peine, il est quasiment caché. La dune du Pilat c'est haut, 102 mètres et pour grimper franchement jusqu'en haut, plus seul à faire sur toute sa longueur, vous avez les pattes juste cassées. Alors que quand vous passez par là, eh bien vous arrivez directement en haut et vous avez encore de la marche si vous voulez. Mais bref, ça c'est le secret des locaux, on le partage avec vous. Voilà, vous arrivez là quasiment directement en haut de la dune. Vous avez l'impression que vous êtes seul au monde. Un petit peu la forêt amazonienne dans le fond, franchement perdu en pleine nature. Ouais, on n'est pas tout seul, il y a un peu de monde. Et voilà, on termine depuis les dunes du Pilat, le point de lieu idéal, sous le soleil pour compléter la lune à Bordeaux.
Pour terminer cette échappée motarde, ben oui, on est sur les plus hautes dunes d'Europe. La vue est époustouflante d'ici, ce n'est pas rien de le dire. Pas uniquement la mer d'un côté, mais une vue à 360 avec la forêt amazonienne à droite ici. Vous pouvez venir que ce soit le matin ou le soir avec un coucher de soleil, c'est juste sublime. Il peut y avoir un peu de monde, un peu juste, hein, mais elle est suffisamment longue pour offrir de l'espace à tout le monde. Bref, venez y faire un tour, terminez par ici. Là, vous pouvez enfin vous détendre, les pieds dans le sable. Cette échappée motarde se termine. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à suivre cette échappée. C'était beau, hein? Ouais, on a bien roulé. On a très bien roulé. C'était cool de pouvoir échanger de moto tout le temps. Puis les rencontres étaient juste extraordinaires. Merci à Alaïs, Olivier, Hélène, Serge pour ces préparations fabuleuses, extraordinaires. Lolo pour son custom shop. Julie, que l'on a vraiment eu plaisir à rencontrer, Clément, Yves, Vincent et Alix naturellement. Enfin bref, tous ceux qui nous ont accompagnés, qui vous ont permis de vivre avec nous cette échappée motarde. La région est superbe, sublime, il ne faut pas hésiter à partir de Bordeaux et à faire le tour du Médoc, de Saint-Émilion, de tout le bassin d'Arcachon. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et on vous dit à très vite pour une nouvelle échappée.